Et oui, j'ai changé de chibi. L'ancien est moche maintenant avec du recul, donc je suis content. Ça m'a pris des plombes à faire ce truc. Dites-moi votre avis en commentaire. Souvenez-vous du premier jeu vidéo auquel vous avez joué. Pour ma part, d'aussi loin que je me souvienne, c'était Mario Kart sur DS. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo depuis tout petit, et je ne vais pas vous mentir, ça a eu un gros impact sur ma vie. Que ce soit en mal, mais qui a aussi réussi à m'accompagner pour que tout aille pour le mieux. Et si je vous disais qu'en 1983, on a frôlé la catastrophe, une industrie naissante qui subit de lourdes pertes à cause de leur folie des grandeurs, laissez-moi vous raconter l'histoire du crack du jeu vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais déjà préciser deux choses. 1. Il se peut que dans la vidéo je dise le crash du jeu vidéo et pas le crack, mais on dit le crack normalement. 2. L'histoire que je vais vous raconter se passe aux États-Unis, mais a quand même eu un impact partout dans le monde. En 1980 environ, il y a ce qu'on appelle l'âge d'or du jeu vidéo. Il survient pour une bonne partie de la population en 1978. Alors que le jeu vidéo est une industrie naissante, c'est le temps des grandes innovations. Les premières salles d'arcade voient le jour et ça fait un immense carton. Les jeunes viennent souvent jouer, insèrent une pièce et passent leur temps à essayer de battre le meilleur score. C'est notamment l'apparition des jeux à cartouches inventés par Jerry Lawson, ce qui fera l'entrée en scène de la console à cartouches du géant américain Atari avec leur Atari VCS, appelé depuis 1977 Atari 2600, et qui rencontrera un énorme succès. Je précise quand même, mais Jerry Lawson ne travaille pas pour Atari et c'est même pas Atari qui inventera la première console à cartouches, mais disons que l'Atari VCS est un peu le précurseur de la claque que va recevoir le jeu vidéo, car sortira sur cette console des jeux comme l'adaptation console de Pac-Man ou Space Invaders, ce qui prouve une certaine innovation technique. Oui, ces deux jeux-là, dans votre salon. C'était vraiment incroyable pour l'époque. Avant, un jeu avait sa propre console, mais les cartouches, désormais, permettent d'avoir plusieurs jeux pour une console, et ça, c'était fou. L'âge d'or du jeu vidéo, c'est donc l'innovation pure, dans une industrie naissante, après les centaines de copies de Pong, 744 rien qu'en 1977. Le temps est maintenant à l'originalité et aux prouesses techniques. Mais alors, tout va bien, non? Eh bien, pour vous présenter un peu la knacky ball dans la soupe pour ne pas être vulgaire, le jeu vidéo va connaître une véritable chute après une production de piètre qualité. Laissez-moi vous parler en guise d'exemple de Howard Scott Warshaw. C'est le développeur de jeux comme Yars' Revenge, qui a eu un petit succès à l'époque, mais un jour, le 27 juillet 1982, il reçoit un coup de fil. Il faut qu'il fasse une adaptation de E.T. en 5 semaines. Avec combien de temps de retard? E.T., c'est le film sorti en 1982 avec un extraterrestre nommé E.T. Franchement, je vous recommande le film. En plus, il a plutôt bien vieilli. Bref, je m'égare. L'excuse pour faire le jeu aussi rapidement, c'est que le jeu doit impérativement sortir pour les fêtes de Noël. Mais les gars, c'est mort là. Je rappelle que l'appel a eu lieu le 27 juillet et que le jeu doit être fini le 1er septembre pour être dans les temps. N'y a-t-il pas un petit problème? Howard a donc conçu les designs du jeu en 2 jours pour les présenter au réalisateur de E.T. Steven Spielberg. Steven lui demande de faire un truc plutôt comme Pac-Man, mais Howard n'a juste pas le temps du tout. Et pour cela, il va se justifier en disant que E.T. mérite une adaptation plus originale. Et en vrai, il a raison. C'est vrai que l'âge d'or, c'est une période d'innovation et pas de copie foireuse que l'on pouvait voir avant. Spielberg va donc approuver et Howard restera sur son idée initiale. Et c'est là, on aurait pu se dire... On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Howard, pendant les 5 semaines restantes, va coder, puis coder. Il fait ça tout le temps, tous les jours. Pour lui, c'est E.T. toute la journée. Et il en devient vraiment matrixé. Ok, bon, c'est cuit, je vais aller faire du thé, moi. Bref, le 1er septembre, il rend le jeu, puis il sera commercialisé le 2 décembre 1982, après une validation de Steven Spielberg himself. Même si en vrai, je doute qu'il y connaisse grand chose en jeu vidéo. Et là, vous attendez la suite. Même si en vrai, on va pas se mytho, elle paraît assez évidente. Un énorme flop. Personne ne veut être associé au pire jeu vidéo de l'histoire, mais cet échec devait avoir un visage. Et je crois qu'E.T. est devenu ce visage. Et moi, j'étais le tocard qui se cachait derrière ce visage. Ce jeu est considéré par Howard lui-même comme le pire jeu vidéo de tous les temps. Mais il s'est quand même vachement mal vendu. La production des 4 millions de cartouches contre seulement
1,5 million de ventes, ça fait mal. Il a donc eu un retour chez l'expéditeur pharaonique. Alors je dis pas, 1,5 million, c'est vraiment pas mal pour de l'Atari 2600, à tel point qu'il est 7ème du classement des ventes de la console, selon Wikipédia. Mais la perte financière fait extrêmement mal. E.T. était prévu pour être un jeu majeur de la console, et la clim que vient de se recevoir la firme peut faire très mal au porte-monnaie. En septembre 1983, Atari aurait carrément enterré les copies du jeu invendues au Nouveau-Mexique, tellement ils avaient honte. Les copies ont été retrouvées le 26 avril 2014 pour vérifier la véracité de cet événement qui était à l'époque carrément une légende urbaine. Mais alors, pourquoi E.T. est un exemple assez fidèle de ce que le jeu vidéo va voir de pire? Parce qu'il est l'exemple typique du crash que va subir le jeu vidéo, le privilège de la quantité à la qualité et les pertes financières qui en découlent. Il y a aussi eu l'adaptation en console de Pac-Man jugée beaucoup moins bien que sur arcade. Oui, j'ai dit qu'on pouvait jouer à Pac-Man dans son salon, mais je n'ai pas dit que c'était bien. Le principal coupable est Atari. Pour eux, c'est la quantité qui prime. Selon eux, il suffit d'avoir un truc un peu vendeur, comme une adaptation de film qui a bien marché, ou d'un jeu d'arcade populaire, et ça marche. Enfin ça, c'était en théorie. Heureusement qu'il n'y a plus ça aujourd'hui, quoi. Atari ne s'en remettra jamais. Accumule flop sur flop, entraîne un effet de lassitude chez les principaux consommateurs de jeux vidéo, puis Atari ferme quelques années plus tard, en 1996. Et en plus, l'arrivée des ordinateurs personnels n'arrange pas du tout le marché des consoles de jeux. Les ordinateurs étant plus puissants, les jeux étaient ainsi d'un niveau technique supérieur. Donc l'industrie des jeux vidéo a pris très cher aux USA durant le crack, ce qui permettra à l'industrie au Japon de briller pour ensuite faire sortir un de leurs jeux aux États-Unis qui fera un carton et sauvera l'industrie dans le pays et par conséquent dans une grande partie du monde, Super Mario Bros. Donc vous avez compris que Atari a pris extrêmement cher et Nintendo arrive pour redonner envie aux jeunes américains de jouer aux jeux vidéo. Elle, c'est Gail Tilden, vice-présidente du service marketing chez Nintendo à l'époque. Elle a été interrogée dans le docu Netflix High Score et elle parle un peu de ce qu'a été son objectif, savoir modifier les produits de Nintendo pour qu'ils soient conformes aux attentes américaines. Parmi les choses à modifier, elle a notamment travaillé sur la Family Computer, alors console de Nintendo sortie au Japon le 15 juillet 1983, plus connue sous le nom de Famicom. Elle a travaillé auprès de Nintendo of America, puis la NES, Nintendo Entertainment System, sortira uniquement à New York à l'occasion des fêtes de Noël 85. La console s'est vendue à 50 000 exemplaires, ce qui n'est pas un exploit, mais suffisant pour commercialiser la console dans le reste du pays. Puis là, c'est l'explosion. Le succès fut tel que Nintendo détenait 75% du marché vidéoludique américain en 89, c'est juste astronomique. Le succès de la NES, on le doit en partie à Mario, qui était pour l'époque un jeu qui était incroyable. Des graphismes mignons, des musiques entraînantes et un gameplay qui se renouvelle constamment, mais aussi avec un Jumpman, l'ancien nom de Mario lorsqu'il apparaissait dans Donkey Kong, le jeu d'arcade de Nintendo sorti en 1981. C'était un jeu certes extrêmement cliché, genre tu sauves une princesse en détresse en récupérant son sac à main et son ombrelle au passage. Non mais sérieux, pourquoi ça choque que moi? Mais ça avait quand même fait un carton en Amérique du Nord. Un succès peut en engendrer un autre, et selon beaucoup, à cette période, Nintendo avait sauvé l'industrie du jeu vidéo en Amérique, ce qui a eu un impact direct chez nous en Europe, parce que dois-je vous le rappeler qu'on est à la ramasse? On faisait plus ou moins comme les Américains quoi. Mais alors, quel genre d'impact a eu cet événement sur l'industrie? Bah déjà le Japon régnait sur l'industrie grâce à Nintendo. Mais surtout, il est temps de réguler le marché avec de meilleurs jeux. Pour ça, il y a plusieurs moyens. Déjà, on peut ajouter un système anti-rétro-ingénierie, parce que je vais encore vous le répéter mais les copies de jeux étaient extrêmement courantes à l'époque. Pour ça, Nintendo va créer la TENNES permettant d'éviter tout vol grâce à ce système d'identification. Cela leur permettra surtout d'éviter à des éditeurs de publier des jeux sur NES sans autorisation. Quand t'étais un éditeur indépendant, tu demandais à Nintendo de te fabriquer des cartouches pour ton jeu, et s'ils acceptaient, ton jeu sur NES pouvait marcher sans souci. C'est le début du Seal of Quality. Maintenant, on est supposé avoir des jeux approuvés de la meilleure qualité, mais c'est supposé. Bon, là c'est le moment où je vous dis un peu mon point de vue sur la situation et surtout en parallèle à notre époque. Déjà j'aimerais clamer haut et fort, oui c'est un karma monumental ce que s'est pris l'industrie du jeu vidéo à ce moment-là. Le truc que j'ai remarqué et qui me fait un peu peur, c'est que l'on est en train de vivre quelque chose de très similaire au niveau du principe de production aujourd'hui, mais il ne se passe rien. Exemple évident avec les derniers Pokémon, victimes d'être des jeux brouillons et pour cause, des délais impossibles à tenir. Ça fait vraiment rappeler ce que faisait E.T. en 82. À cause des délais pas possibles que l'on donne aux développeurs pour sortir des jeux à temps, la qualité est souvent mise au second plan, et pourtant, ça marche. Pokémon est la franchise la plus rentable de tous les temps. Et le MCU, qui n'est pas un jeu vidéo, mais qui est connu pour être également très bâclé, est première franchise cinématographique. Bon, au moins maintenant, les artistes VFX ont un syndicat, ce qui va très clairement améliorer leur mode de travail, ainsi que la qualité des effets spéciaux. Mais malheureusement, on voit pas ça partout, et on a de mauvaise qualité de plus en plus souvent, voire même des copies
comme l'avait été Pong à l'époque. Nintendo est également en tort. On voit de plus en plus de jeux ressemblant à des versions précédentes, et surtout, on voit trop souvent des remakes ou des portages fainéants. Dans le Nintendo Direct du 21 juin 2023, c'est environ 30% des annonces qui concernaient des remakes. Et la trilogie Batman Arkham compte comme une seule annonce, et pareil pour les 2 premiers Pikmin. Le dernier Nintendo Direct du 14 septembre, lui, a 23%, dont une annonce finale. Genre l'annonce est la plus importante, c'est un remake. Je ne trouve pas ça normal, et j'espère ne pas subir un nouveau crack, mais juste faire comprendre aux gens qu'il faut arrêter de faire ça. C'est avec cette vision des choses que le cinéma hollywoodien est menacé par les intelligences artificielles. Les gros studios souhaitent les mettre en place pour toujours plus de contenu, qui reviendrait pour beaucoup moins cher. Les grosses industries sont toujours avides d'argent, et c'est souvent dommage pour les consommateurs, les passionnés ou les professionnels. Merci tout le monde d'avoir suivi la vidéo avec attention. Allez voir le documentaire Netflix High Score, l'âge d'or du gaming. C'est une série très intéressante qui m'a permis de m'aider un max dans mes interminables recherches. Bref, moi je vous dis à la prochaine.